J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Isabelle Stengers parmi nous, philosophe des sciences, qui est professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, qu'on connaît par nombre de ses ouvrages. Moi-même étudiant, j'ai été nourri par la Nouvelle Alliance, avec Ilya Prigogine, qui avait paru en 1979. Je ne saurais citer tous les titres, je citerai tout de même les derniers. Le dernier, Réactiver le sens commun, aux éditions de la Découverte, les empêcheurs de tourner en rond, ou alors Au temps des catastrophes, c'est d'actualité, paru, ça c'était ailleurs, Aux empêcheurs de tourner en rond également, voilà. Penser en rond. Et donc je lui cède la parole avec pour titre « Du doigt, Gaïa désigne la Terre, tout simplement ». Et effectivement, je vais essayer d'être simple. Donc, n'attendez pas d'énormes constructions conceptuelles, parce que je pense que pour le moment, je vais y revenir, ce qui m'intéresse le plus, c'est que nous apprenions éventuellement à bégayer ensemble. Donc il n'y aura pas beaucoup de rhétorique, mais il y aura un chemin pour éviter des positions qui nous empêcheraient de bégayer. Et j'ai choisi le titre dont certains reconnaîtront que c'est une citation de Bruno Latour dans son livre Face à Gaïa, parce que cette phrase, pour moi, je l'ai lue comme enfin. Là, je vois comment je peux m'articuler à ces différentes versions de Gaïa qui éventuellement rendent perplexe. Et pourquoi? À cause de la tension que la phrase met en scène. Oui, dans son livre, nous sommes face à Gaïa, mais Gaïa désigne la Terre. Elle propose que nous nous tournions non vers elle, Gaïa, mais vers la Terre. Se tourner vers. On pourrait se demander si le doigt qui désigne signifie un appel à la conversion. Gaïa, qui elle-même ne se laisse ni contempler, ni vénérer, ni supplier, ni même louer, demanderait-elle que nous nous convertissions à un devenir terrestre? Je voudrais commencer en disant ici, parce que je suis ici dans ces lieux et à cette occasion, pourquoi je voudrais quant à moi écarter cette interprétation. La figure de la conversion ne me semble pas convenir dans la mesure où elle pourrait impliquer la nécessité d'un détournement. On se détourne de ce qui avait séduit de manière fallacieuse, notamment éventuellement des interprétations perverses de l'écriture. On se détourne donc de ce qui avait séduit afin de s'orienter vers ce qui serait seul source de salut, de vérité. Mais de quoi s'agit-il de se détourner si l'on se tourne vers la Terre? Je ne connais pas de réponse à cette question qui ne soit d'une injustice criante pour beaucoup de celles et ceux qui sont aujourd'hui face à Gaïa. Et sans oublier les peuples si nombreux qui ont déjà vécu, et Eduardo en parlera certainement, la fin de leur monde, qui ont été violemment détournés de ce qui donnait sens à leur vie. C'est pourquoi dans mon livre Au temps des catastrophes, j'ai parlé de Gaïa comme de celle qui fait intrusion, en précisant que c'est pour nous, celles et ceux qu'il est convenu d'appeler modernes, qu'elle fait intrusion. Le désordre climatique est 2 fois inséparable de nous, les modernes. Et même si nous lisons des écritures anciennes aujourd'hui, nous sommes modernes. Donc pourquoi 2 fois? D'une part, parce que c'est évidemment ce que nous avons appelé développement qu'il a provoqué, lorsqu'il a défini la Terre comme une ressource à exploiter, et nous nous en rendons compte de manière plus qu'imprudente. D'autre part, ce sont les moyens associés aux sciences et aux techniques modernes qui nous ont fait savoir ce qui était en train d'arriver, c'est-à-dire qui nous forcent à reconnaître que ce que nous avons provoqué n'est pas une crise au sens où une crise est transitoire. Non, il n'y aura pas d'après-crise, au sens de retour à la normale. Quoi que nous fassions aujourd'hui, il va falloir apprendre à vivre avec les conséquences.
Gaïa est entrée dans nos histoires. Nous ne pourrons plus la négliger, et c'est ce que Latour appelle un nouveau régime climatique. Il me semble que face à cette intrusion, théologiens, scientifiques, politiques et tant d'autres, tous modernes, comment dirais-je, devraient apprendre éventuellement à bégayer ensemble et non pas à tirer chacun pour soi les leçons qui les rendraient meilleurs qu'ils n'étaient. Je crois que ce qui s'impose plutôt aujourd'hui, c'est un sentiment de honte partagée et apprendre ensemble ce que demande cette honte. Gilles Deleuze a dit que la honte était un motif d'agir, contrairement à la culpabilité. Donc, comment va nous faire agir ce qui n'est pas une bonne nouvelle? Revenons maintenant à cette Gaïa qui figure dans la citation de Latour. La Gaïa qui désigne la Terre mais ne se confond pas avec elle. En tant que telle, elle figure, me semble-t-il, d'abord ce que les climatologistes ont appelé officiellement le système Terre. Vous avez entendu parler de cette Gaïa à la fois par Tim Lenton et par Bruno hier. Et donc, il y a des choses que je vais répéter, mais à ma manière, soyez patients. Cela, c'est pour dire que cette Gaïa est, en tant que telle, d'abord une représentation scientifique, au même titre que ce système planétaire qu'on peut associer à Galilée et qui a bouleversé nos visions traditionnelles. Que la Terre ne soit pas au centre du monde, mais un bolide tournoyant autour du Soleil, il est inutile de rappeler que ça a été une crise pour la théologie. Mais j'insisterai pour dire que ce ne fut pas une crise pour la plupart des habitants de la Terre. Le Soleil se lève toujours, les saisons restent ce qu'elles étaient jusqu'ici. Seule la représentation savante de la Terre a changé. Et son objet, à cette représentation, est une planète comme Mars ou Vénus, d'ailleurs ses plus proches voisines. Mais Gaïa n'est pas la représentation d'une planète, mais de ce qui fait la singularité de cette planète. Ainsi, Mars est un désert froid, Vénus un enfer torride et corrosif, à l'atmosphère dense et chargée d'acide sulfurique. Même les sondes envoyées pour y récolter des données n'y survivent pas longtemps. La Terre, elle, est habitable. Ce singulier système a reçu un nom propre, ou plutôt un petit nom réservé aux familiers, car les spécialistes du climat ne peuvent oublier que, comme on vous l'a rappelé, c'est James Lovelock qui a baptisé ainsi la Terre, alors qu'il dramatisait cette singularité, liait le fait que la planète soit habitable au fait qu'elle est habitée par des vivants. Je répète brièvement ce que Lenton et Bruno ont dit hier. Pas de vie sur Mars, répondit-il à la NASA en 1965, car l'atmosphère de Mars répond et ici j'insiste, aux lois générales de la physique. On pourrait dire de la nature, si on veut critiquer le mot nature. Aux lois de la nature, au sens où la physique prétend être la reine des sciences de la nature. Car l'atmosphère de Mars, donc, en l'occurrence, Mars répond à ces lois générales. En l'occurrence, évidemment, pas là, aux lois de la mécanique céleste, la planète Terre y répond aussi, mais à celle de la thermodynamique, qui définit la tendance que l'on dira naturelle d'un système physico-chimiste à rejoindre son état le plus probable, ce qu'on appelle l'équilibre. Or, on vous l'a dit, la composition chimique de la Terre, de l'atmosphère de la Terre, quant à elle, est un scandale thermodynamique. Quelque chose lui permet de défier les probabilités, et ce quelque chose, comme on le sait, Lovelock a proposé que c'était l'activité des vivants qui l'habitent. Donner à la représentation modélisée du système Terre un nom propre, Gaïa, c'est donc d'abord souligner que dans son cas, le modèle implique un enjeu, qui est le caractère habitable de la Terre. Et cet enjeu est devenu critique
lorsque cette modélisation, couplée avec la mise en histoire géologique de la Terre et des extinctions massives qu'elle a connues, a mis l'accent non plus tellement sur la stabilité de Gaïa, célébrée par Lovelock, mais sur ses risques d'instabilité, sur sa fragilité potentielle. C'est pourquoi Gaïa n'est pas seulement le nom d'une représentation scientifique. Elle ne décrit pas, elle désigne, elle pointe vers et alerte quant à un possible menaçant. Il n'est pas seulement question de faits, mais d'angoisse. Celle d'abord des climatologues, lorsqu'ils lisent dans leurs modèles toujours plus détaillés, dans leurs observations toujours plus nombreuses, l'imminence du bouleversement du régime climatique sur lequel ont compté depuis des dizaines de milliers d'années les humains et leurs contemporains, tous ces habitants de la Terre que menace la 6e extinction. Non pas la fin de la vie sur Terre, sans doute, mais la fin de ce monde où nous habitons. Le GIEC, donc groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pourrait figurer le doigt de Gaïa, désignant la Terre, la manière dont les modèles climatiques ont, depuis plus de 30 ans maintenant, été utilisés pour convaincre ceux à qui revenait la responsabilité de prendre les mesures qui devraient s'imposer. Or, les scientifiques sont habitués à ce que les autorités publiques, ainsi que les industriels, regardent dans la direction qu'ils désignent, s'intéressent aux possibles vers lesquels ils pointent. Mais dans ce cas, ils devaient être convaincus au sens le plus fort du terme, au sens où faire savoir n'est pas informer, mais donner à un savoir le pouvoir de compter. Car ce qu'ils avaient à faire compter, les climatologistes, est ce que Al Gore a appelé une vérité qui dérange, ce qui aussi m'a fait parler de l'intrusion de Gaïa. J'aimerais reprendre ici la manière dont William James caractérise l'effort que demande la prise en compte de ce qu'il appelle quant à lui un objet ingrat ou une pensée inopportune, ce qu'est Gaïa, ce qu'est Gaïa représentée par les modèles climatologiques. Une décision ne suffit pas. Il faut une volonté délibérée, je cite, de la retenir fermement, malgré la cohorte d'images mentales séduisantes qui se dressent contre elle et voudraient l'expulser de l'esprit. Ainsi soutenu par un effort d'attention déterminé, méthodique devrait-on dire, l'objet ingrat ne tarde pas à évoquer ses propres congénères et associés, et finit par changer complètement la disposition de la conscience de la personne. Pour les spécialistes du GIEC, il fallait obtenir que nos gouvernants consentent à cet effort, et cela même alors que l'objet ingrat ne permettait pas à ces spécialistes de faire montre de l'assurance légitime de Galilée. Les faits parlent pour moi, aurait dit Galilée, enfin, a dit sur tous les tons Galilée d'ailleurs. Quoi qu'en dise l'Église, la Terre tourne autour du Soleil. Nous avons, nous modernes, et surtout nous scientifiques modernes, hérité, mais peut-être aussi l'Église lorsqu'elle s'est résignée à reconnaître qu'elle avait là été un peu plus loin que son magistère. Nous avons hérité du triomphe de Galilée comme imposant la fameuse séparation entre fait et valeur. C'est le triomphe de fait, enfin scientifique, porteur d'intelligibilité, neutre quant aux valeurs que célèbre la révolution galiléenne. En revanche, la représentation du système Terre des climatologues doit son existence même à la valeur que nous attribuons à une Terre habitable pour nous. Car sans l'urgence de cette question, les chercheurs ne se seraient sans doute pas mobilisés dans le travail de construction laborieux et complexe que demande leur modèle. Le doigt de Gaïa désignant la Terre n'a pas l'autorité d'une démonstration. Il est plutôt issu d'un art de type cuisinier, de préparation et d'essai. La succession, on ne modélise pas l'atmosphère comme on modélise le mouvement des planètes.
La succession des modèles, rythmée par le pouvoir croissant des ordinateurs, articule des variables toujours plus nombreuses que les spécialistes ajustent et réajustent en les confrontant aux données observables, témoignant pour le passé et le présent de la Terre, tout en utilisant ces modèles pour harmoniser des données de provenance disparate. Donc, vraiment, pas de Galilée ici, porte-parole des faits qui ont le pouvoir de prouver, mais une œuvre collective dont les hypothèses deviennent, de reprise en reprise, de plus en plus robustes. En 1989, Stephen Schneider, qui était alors un des auteurs principaux des rapports du GIEC, confia à un journaliste ce que leur avait demandé à eux, scientifiques, la mission de convaincre que lui et ses collègues s'étaient donnée. Je cite. C'est une longue citation, mais elle me touche alors, je vous la livre. D'un côté, comme scientifiques, nous sommes éthiquement tenus par la méthode scientifique, ce qui signifie que nous avons promis de dire la vérité, toute la vérité, ce qui demande d'inclure tous les doutes, les mises en garde, les et si, les et, les mais. De l'autre côté, nous ne sommes pas seulement des scientifiques, mais aussi des humains, et comme la plupart des humains, nous voudrions que le monde soit meilleur, ce qui, dans ce contexte, signifie que notre travail vise à réduire le risque d'un changement climatique potentiellement désastreux. Pour cela, il nous faut recevoir un large support, capturer l'imagination du public, ce qui signifie bien sûr obtenir l'attention des médias. C'est pourquoi nous devons proposer des scénarios effrayants, faire des déclarations dramatiques, simplifiées, et ne pas trop mentionner les doutes que nous pourrions avoir. Cette double contrainte éthique que nous subissons souvent ne peut être supprimée par aucune formule magique. Chacun d'entre nous doit décider le juste équilibre entre être efficace et être honnête. J'espère que cela signifie être les deux. Cet espoir de Schneider n'a pas pesé bien lourd lorsque les négationnistes se sont emparés de sa réflexion comme d'un aveu et ont propagé l'image séduisante. Voilà déjà une première image séduisante, à la William James, d'un complot idéologique fomenté au GIEC dans le but de récolter prestige et subventions ou alors d'imposer les contraintes collectivistes au libre marché. Les risques que les scientifiques annonçaient pouvaient donc être réduits à un objet de débat, à une question d'opinion, pour ou contre. En tout état de cause, il était urgent d'attendre, car plus de recherche était nécessaire. Aujourd'hui, le désordre climatique est devenu difficile à nier, car ce ne sont plus seulement les modèles qui parlent, mais la Terre elle-même qui témoigne, ou qui crie, si on veut. Mais, entre-temps, une autre image séduisante s'est proposée, celle de l'homme qui aurait atteint le grandiose statut de force géologique, mais une force devenue consciente d'elle-même et à laquelle reviendrait la responsabilité et le pouvoir de prendre en charge et d'aménager la planète, désormais entrée dans l'ère de l'Anthropocène, enfin devenu capable d'être un bon intendant peut-être. C'est pour ça qu'on peut se méfier de l'image de l'intendant, parce qu'il donne beaucoup à l'homme. Est-ce que la Terre peut avoir un intendant, aussi gentil soit-il? C'est aussi ça, se tourner vers la Terre, c'est se demander si cette image de l'intendant est pertinente. En tout cas, l'Anthropocène, pour le moment, a la séduction du « faisons comme si ». Comme si celui qui avait déclenché une transformation qui le dépasse se glorifiait de son pouvoir, se persuadait que ce qu'il a fait, il peut le défaire. Comme s'il pouvait supposer une quelconque symétrie entre ces deux opérations. Comme s'il pouvait oublier que faire, au sens de détruire, est une opération somme toute assez simple. On peut détruire par inadvertance, négligence, sans même savoir ce qui est détruit. En revanche, défaire la destruction, régénérer, est une toute autre histoire, pas toujours possible. Et même si elle l'est, ce n'est jamais une affaire générale. Cela demande du soin, de l'attention, tout un art dont on ne peut pas dire que le pouvoir que nous donnent nos techniques nous l'ait appris.
Et nous en arrivons à aujourd'hui, après que les COP se soient succédés avec monotonie d'année en année, lors desquels des gouvernants ont pris des engagements solennels mais non contraignants, rêvant sans doute au miracle de la technologie anthropocénique qui les absoudra. À ce moment aussi où des adolescents crient avec la voix de la jeune Greta « Comment osez-vous » et les supplient « Écoutez les scientifiques ». Sauf que les scientifiques bafouent aussi peut-être. De même que je veux distinguer entre la Gaïa du GIEC, œuvre de science, et la Terre, je voudrais distinguer ici entre écouter et entendre. Nos gouvernements entendent les scientifiques, mais ce qu'ils entendent sont les chiffres issus de leur modèle. Ils ne se tournent pas vers la Terre, mais négocient des objectifs dits réalistes de réduction des émissions des gaz à effet de serre. À nouveau, le comme si est aux commandes. Comme si les modèles du GIEC leur indiquaient la voie à suivre. Comme si seuls les bilans quantitatifs comptaient. Comme si ce que nous émettons ici pouvait être composé par d'assez hypocrites possibilités de réduction là-bas. Un proverbe chinois nous dit que lorsque le sage pointe vers la lune, les fous, du doigt, donc pointe du doigt vers la lune, les fous regardent le doigt. Nos gouvernants ne sont pas fous au sens de délirants. C'est ce qu'ils acceptent en tant que la réalité qui les rend fous, qui les coince et qui nous coince avec eux entre deux histoires tout aussi abstraites, l'une que l'autre. D'une part, celle d'une croissance à assurer coûte que coûte, de la confiance des consommateurs dont tout dépend, des marchés à rassurer, des autos électriques à déployer partout. Et d'autre part, celle que dessinent les différents scénarios publiés par le GIEC. Face à ces deux abstractions aussi impérieuses qu'irréconciliables, comment s'étonner qu'il se raccroche à l'espoir d'une troisième abstraction, celle du miracle technologique qui nous sauvera in extremis et qui nous fera entrer dans le bon anthropocène. Mais si le fou regarde le doigt, que signifierait alors se tourner vers la terre? C'est ce qu'il s'agit d'apprendre, et c'est peut-être, dirais-je, ce que nos gouvernants craignent, car apprenant, nous pourrions devenir capables de nous mêler de ce qui n'était pas censé nous regarder, et ce serait l'anarchie, l'écroulement de leur monde. Cet apprentissage, ce devenir capable, n'est pas, je l'ai proposé dès le départ, une conversion. La Terre n'est pas source de salut et de vérité. Elle ne nous enseigne pas non plus la sagesse. Se tourner vers elle, c'est plutôt passer de Gaïa, la planète dont l'habitabilité est en jeu, à une autre Gaïa, celle dont le plus souvent Bruno nous parle. La Terre effectivement habitée depuis des milliards d'années. Et pour effectuer ce passage, je voudrais tenter d'en appeler à ce que William James a appelé des congénères et des associés, qui soient susceptibles de changer nos dispositions d'esprit, nous rendre capables d'accueillir l'objet ingrat. Alors que pour le système Terre des climatologues, le rôle des vivants se résume aux conséquences intriquées d'une multitude anonyme d'activités transformatrices, je voudrais d'abord évoquer ces vivants qui, selon Lovelock, ont effectivement permis à la Terre de rester habitable, comme Tim Lenton vous l'a dit. Pour les biologistes du siècle précédent, c'était précisément là la grande faiblesse de la proposition de Lovelock. Aucune pression sélective, ont-ils objecté, ne prépare les vivants à ce rôle. De fait, si chaque lignée vivante poursuit aveuglément son intérêt reproductif, c'est plutôt l'effet inverse qui pourrait être attendu, la fin tragique de Gaïa, ravagée par ceux qui, pour se multiplier, finiront par détruire ce dont tous dépendent. Et si je viens d'employer l'adjectif tragique, c'est que je faisais allusion, ce faisant, à une autre thèse qui parle de tragédie et sur un mode similaire. C'est la célèbre thèse de Garrett Hardin, La tragédie des communs. Hardin écrit que les communs,
c'est-à-dire les manières d'habiter ensemble et d'exploiter ensemble et sans autorité transcendante un lieu commun, et bien que la tragédie était que leur destruction était fatale. Ils avaient déjà été détruits, hein, mais il en remettait une couche. On n'a rien fait parce que de toute façon, on n'a fait que détruire ce qui allait s'autodétruire. Et pourquoi cette destruction était fatale? C'est que si chacun est laissé libre d'exploiter à sa guise la ressource, s'il n'y a aucun propriétaire privé ou étatique, ceux qui ont détruit les communs, qui, lui, trouve son intérêt dans la conservation à long terme de la ressource, eh bien, chacun abusera et la ressource sera donc chacun égoïstement abusera et la ressource sera détruite. Ce qui est frappant, c'est que le siècle précédent a accepté la double perspective de destruction fatale, les biologistes comme les sciences humaines. Et cela, on pourrait dire, ils l'ont accepté comme une espèce de loi de la nature. Donc là, je continue à aller contre cette notion de nature, mais au sens où elle est, comment dirais-je, caractérisée par des lois naturelles. Il fallait se soumettre à cette triste vérité, parce que les vérités qui concernent la nature sont toujours tristes, comment dirais-je, et on peut ici introduire le thème de cette insensibilité qui nous... Ici, évidemment, les vivants sont insensibles parce qu'ils ne savent pas, mais même nous, même les commoners de Harding, même s'ils savaient, ne pouvaient pas s'empêcher d'abuser, j'y reviendrai. Eh bien, cette insensibilité qui est tellement aimée par les sciences, elle est la condition de la généralité. Lorsque les êtres deviennent sensibles les uns aux autres, eh bien, on peut raconter des histoires de ce à quoi cette sensibilité les a rendus capables, pour le meilleur et pour le pire, mais les lois générales se mettent à bafouiller. Donc, la condition pour une science générale, c'est l'insensibilité, c'est que les êtres soient soumis à quelque chose qui est plus fort qu'eux. Donc le siècle précédent a accepté ça, et n'a retenu effectivement de l'évolution darwinienne que la compétition entre lignées, sélectionnant celles dont les membres profitent le mieux des opportunités du moment. Et nous, quant à nous, sommes vus inculquer une conception de l'humain agi par ses seuls intérêts, aveugle aux conséquences que seul un pouvoir éclairé pourrait forcer à se plier aux demandes du bien commun. Alors, il y a des pouvoirs concurrents, hein, ça peut être celui de l'Église, ça peut être celui de la politique, ça peut être celui au nom de la science, etc. Mais en tout cas, ils doivent être forcés de se plier par quelque chose qui est supérieur à eux, par ceux qui savent que nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Mais aujourd'hui, les communs ont appelé contre la fatalité de leur destruction des congénères et des associés. Beaucoup d'entre nous pensent désormais d'abord, quand ils pensent aux communs, à la violence qui les a détruits et a promis, en même temps, l'individu égoïste toujours prêt à abuser. Car avant que la colonisation et sa continuation post-coloniale ne les détruisent systématiquement, on le sait, les communs, sous diverses formes, étaient par excellence le mode d'agriculture et je dirais même de culture partout sur Terre. Mais nulle part, contrairement à ce que suppose Harding, il n'était en accès libre, chacun maximisant son usage de manière aveugle aux conséquences. Que du contraire, comme Elinor Ostrom l'a montré, et elle a été vraiment pionnière là-dedans, les usagers des communs veillaient au respect d'usages et de conventions coutumières qui traduisaient leur savoir de ce qu'est l'abus, qui inventait entre eux une forme d'interdépendance. C'est ça qui a été détruit. Une telle perspective fait de nous, en fait, non pas, comment dirais-je, ceux qui ont abusé sans le savoir et qui doivent maintenant apprendre la sagesse, mais avant tout, les héritiers d'une destruction.
Nous sommes les héritiers d'un désastre obscur. Et c'est, je crois, cette perspective-là que me semblent adopter les activistes lorsqu'ils proclament aujourd'hui, parfois sous les gaz lacrymogènes et les coups de matraque, « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Voilà un autre sens du mot « nature » que je voudrais rapprocher de Gaïa. Donc je ne veux pas condamner nature, parce que maintenant la nature est dite autrement. Donc, cette perspective recrute les activistes qui nous présentent un autre sens du mot nature. Elle recrute aussi des congénères et associés parmi les biologistes contemporains qui suivent la voie ouverte par Lynn Margulis, dont vous avez vu des photos hier soir, ceux qui étaient là, celle qui s'allie avec Lovelock pour affirmer la singularité de Gaïa et, quant à elle, se tourna vers la Terre, vers la manière dont les vivants n'ont cessé de redéfinir et de réinventer de nouvelles manières de gagner leur vie, de capturer et de métamorphoser en ressources ce qui était roches stériles ou gaz toxiques. Le système Terre prend acte des conséquences générales des activités vivantes, c'est-à-dire représente les vivants à travers ce qu'ils émettent et absorbent, ce qui participe à l'enchevêtrement des processus qui contribuent au climat global. Mais la biologie contemporaine, à la suite de Margulis, est en train aujourd'hui d'apprendre comment les vivants se sont inventés des manières de fabriquer des mondes viables et pas seulement habitables. Et cela non par sélection des lignées individuelles les plus compétitifs, mais les uns avec les autres, grâce aux autres, au risque des autres. La Terre effectivement habitée échappe à toute généralité. Elle est tissage de mondes enchevêtrés multiples et foncièrement interdépendants. Cela ne signifie pas, je veux le souligner en passant, que cette biologie a renoncé aux techniques associées aux biotechnologies. Elle a bien plutôt découvert que les réponses aux questions que ces techniques permettent de poser font bégayer les rêves biotechnologiques. Ainsi, le grand projet Génome humain, qui rêvait d'expliciter la manière dont son héritage génétique détermine tout individu vivant, de la bactérie à l'humain, dans son cas, le rêve est resté un rêve. Mais les techniques mises au point pour déchiffrer l'ADN ont créé la surprise empirique. Au sein d'un milieu quelconque, une goutte d'eau de mer fut le premier exemple, la plupart des bactéries étaient des inconnues, jamais répertoriées. Et si elles l'étaient, s'est-on rendu compte, c'est parce qu'elles sont incapables de vivre et de se multiplier dans les milieux artificiels qui permettent aux scientifiques de les identifier au laboratoire. Et cela parce que ces bactéries n'ont pas en elles-mêmes les moyens de proliférer indépendamment des relations qu'elles entretiennent avec d'autres d'espèces différentes. Elles ne peuvent vivre qu'avec d'autres, grâce à d'autres, au risque d'autres. Aujourd'hui, l'individu sélectionné pour sa capacité dite égoïste à propager sa lignée génétique n'est plus qu'une simplification fallacieuse. Partout, à tous les niveaux, depuis le corps vivant, le corps humain, jusqu'au système et jusqu'aux écosystèmes, les biologistes apprennent à caractériser des relations de partenariat multispécifiques, variées et inattendues. Comme l'écrivait le biologiste Scott Gilbert en 2010, la nature pourrait sélectionner des liens plutôt que des individus ou des génomes. Ce que nous avons l'habitude de considérer comme un individu pourrait être un groupe multispécifique soumis à la sélection. Et cela signifie que la biologie a perdu son pouvoir de soumettre la diversité des vivants à une même et monotone raison, comme aussi de renvoyer à l'illusion, au problème mal formulé, l'ensemble des comportements qui semblaient contredire la primauté de l'intérêt individuel. Là où la biologie du XXe siècle avait pensé trouver la clé du vivant, la biologie contemporaine réapprend un art de l'étonnement qui était celui des anciens naturalistes. Et elle retrouve ce qui était censé avoir basculé dans un passé périmé, à savoir la vie, qui n'est pas seulement la somme des vivants, mais, semble-t-il, si les relations sont à l'avant-scène,
une puissance génératrice de telles relations à tous les niveaux, une puissance à laquelle la Terre doit sans doute ne pas être devenue une planète comme tant d'autres. Attention, cela ne signifie pas pour autant que nous basculons vers une nouvelle généralité qui ferait avec la vie prévaloir la solidarité, l'altruisme, la coopération, j'ajouterai maintenant l'hospitalité, au service d'un bien commun. Les vivants ne se soucient pas de ce que nous nommons, sans trop pouvoir le définir, le bien commun. C'est pourquoi je parle d'un redevenir empirique de la biologie, d'un retour à des histoires naturelles multiples et enchevêtrées, qu'il s'agit à chaque fois d'apprendre à déchiffrer. Apprendre est ici le mot qui importe. Apprendre à ne pas simplifier, à ne pas se satisfaire d'une explication générale, aussi séduisante soit-elle, à ne pas se fier à nos jugements quant à ce qui compte et ce qui ne compte pas. Apprendre à se laisser intriguer par la vie. Mais apprendre aussi que ce n'est pas seulement en émettant à tout va des gaz à effet de serre que les humains modernes ont joué aux apprentis sorciers. Car cette vie que les biologistes découvrent aujourd'hui n'est pas indifférente à la manière dont nous la traitons. De nouvelles questions se posent dans l'Anthropocène. Si nos pratiques de monoculture réussissent à extraire des vivants de leur monde, à fabriquer des milliers et des milliers de clones dans un milieu artificiel hors sol, ne sélectionnons-nous pas, en fait, des êtres nouveaux, égoïstes, qui n'ont plus besoin de partenaires pour vivre, pour qui tout milieu se vaut du moment qu'il contient les nutriments dont ils ont besoin, comme au laboratoire. Des êtres qui, n'ayant pas besoin des autres, pourront ravager un milieu sans en payer le prix. Anna Tsing a nommé Feral ce genre d'êtres ravageurs qui, s'ils échappent de leur confinement, détruisent ce qu'ils envahissent. Nous sommes la nature qui se défend, prend ainsi un sens nouveau, car celles et ceux qui luttent savent qu'ils doivent lutter contre les effets sur eux-mêmes d'un ravage similaire à celui que subit la nature ou la vie aujourd'hui, de par les monocultures et autres. C'est-à-dire doivent lutter contre les effets d'une violence qui a fait de nous des individus hors sol, qui nous a rendus radicalement dépendants des milieux artificiels qui nous sont offerts, dont chacun doit pouvoir tirer le maximum. La tragédie des communs de Garrett Hardin est une fable insultante pour les communs qui ont été et continuent à être aujourd'hui violemment détruits. Mais elle pourrait être une caractérisation pertinente de ce qui nous a été inculqué. Garrett Hardin a convaincu car il a mis en scène des individus incapables de ce que j'appellerais faire sens en commun, séparés des cultures, des individus séparés des cultures qui les liaient, non pas seulement à une ressource commune, mais aussi les uns aux autres, humains comme non humains. Des individus devenus incapables de résister à la tentation d'abuser, même si tous savent très bien et ont parfaitement conscience des conséquences collectives de l'abus, car ils se disent chacun, si je ne profite pas, les autres le feront et je serai le dindon de la farce. Être la nature qui se défend, ce n'est pas alors rêver à une harmonie perdue, mais redevenir capable de nous inscrire et de prolonger les histoires multiples et enchevêtrées par où cette terre est devenue viable pour tant d'êtres hétérogènes, depuis les bactéries jusqu'à nous-mêmes. Rien dans ce que nous appelons nature n'est en tant que tel naturel, au sens de soumis à ce que nous appelons les lois de la nature. La sélection naturelle elle-même n'est pas synonyme de soumission. Elle est la mise à l'épreuve des arrangements qui se trament ou se fomentent partout, grâce auxquels, en termes desquels, des êtres créent un faire-sens en commun, fabriquent ensemble des manières de vivre en interdépendance, c'est-à-dire aussi des manières précaires, vulnérables à ce qui arrive à d'autres, avec qui ils sont liés, sans garantie, sans cause commune qui les unirait. Si Gaïa désigne la Terre, il ne s'agit donc pas de regarder cette Terre comme si elle était une, comme si les chiffres alarmants avec lesquels le GIEC nous alerte, et il a raison de le faire, la définissaient. Certes, des accords contraignants pourraient être nécessaires, mais ne sont en rien suffisants et sont éventuellement porteurs de conséquences barbares,
s'ils devaient s'appliquer de manière abstraite, indifférente à leurs effets, sur des sociétés profondément inégalitaires. Ceux qui aujourd'hui subissent ont toutes les raisons de se méfier d'arguments et de mesures présentés au nom du bien commun, quitte à calculer ce dernier en termes de rapport coût-bénéfice, ou à confronter ceux qui protestent à des alternatives infernales ravageuses du genre « si nous voulons sauver la planète, il faut bien que vous vous résigniez à ceci ou à cela ». En tout état de cause, je suis persuadée qu'est derrière nous le temps où l'on faisait confiance aux fabricants de « il faut bien ». Ceux qui ont les moyens, le pouvoir et l'intérêt de pensée globale se plaindront alors d'un pays, d'un monde ou de deux nations devenues ingouvernables. Nous avons besoin de repeupler nos imaginations de ce que William James appelait des congénères et des associés, afin de pouvoir nous tourner vers cette terre sans partager le désarroi de ceux qui nous gouvernent. Ainsi, je veux quant à moi me souvenir de l'étonnante sympathie qu'a suscité le mouvement des Gilets jaunes lorsqu'ils faisaient des ronds-points des lieux de vie. Peut-être n'avons-nous pas su prendre le relais, dire avec eux combien était justifié leur refus d'entrer dans le fonctionnement politique usuel, de se donner des représentants porteurs de revendications dites réalistes. Non, ils criaient. Mais nous pouvons apprendre à prendre le relais. Nous pouvons, par exemple, comprendre l'importance que Bruno Latour donne au cahier de doléances écrit dans tous les coins et les recoins de la France de 1789, car les doléances ne se voulaient pas réalistes au sens gouvernemental du terme, mais elles ont suscité et généré des savoirs partagés, un peu sans doute, comme cela s'est fait dans les campements bricolés au rond-point, là où s'est fabriqué du faire-sens en commun entre des vies jusque-là subies, chacun pour soi, individuelles. D'autres congénères et associés encore m'aident à accueillir Gaïa l'intrus, notamment le souvenir de ce qui a fait de moi une féministe, ce début des années 70, qui fut marqué par la découverte de ce que, comme on l'a dit à l'époque, le personnel est politique. On ne parlera pas à ce sujet de prise de conscience. L'homme est censé prendre conscience de son pouvoir. Cela a été plutôt un changement de conscience ou un changement de perception. C'était avant tout la découverte de la possibilité de rire ensemble, parfois en pleurant, d'expériences, comme ça s'est passé, semble-t-il, hier à l'atelier de Émilie H. Il y a eu des pleurs et du penser ensemble. D'expériences qui avaient jusque-là été vécues par chacune individuellement comme souffrance plus ou moins honteuse, échec subi comme mérité, vulnérabilité inavouable. Dans ces réunions, comme peut-être sur les ronds-points, on riait la possibilité sentie de ne plus subir. Désormais, la question s'est ancrée en moi, qui regroupe tous ces associés et congénères dont j'ai besoin. De quoi les humains peuvent-ils devenir ou redevenir capables? Non pas l'humain, cette abstraction, mais les humains régénérant les arts de l'interdépendance. C'est cette question que pour moi, Gaïa, désignant la Terre, nous pose aujourd'hui. Et de même que les cahiers de doléances de 1789 s'adressaient aux habitants d'un territoire, cette question ne s'adresse pas aux humains en général, hors sol, mais à des humains qui, comme l'écrit Bruno Latour, tiennent à un territoire et sont tenus par lui. Les territoires s'enchevêtrent, bien sûr. Nous ne pouvons pas être enfermés dans un territoire. Hier, j'ai cité, la Terre est la grande déterritorialisante, parce qu'elle ouvre les territoires les uns aux autres. Mais il faut toujours commencer quelque part, là où nous sentons que cesser de subir est vital. Et dès lors, cela peut commencer partout. Car partout aujourd'hui on se plaint, on souffre, on assiste à la destruction de ce qui faisait sens. Partout nos territoires existentiels sont désintriqués, défaits. Apprendre ou réapprendre à faire sens en commun relève de ce que l'on pourrait appeler une spiritualité terrestre. Une spiritualité qui explore ce à quoi nous ouvre, ce dont nous devenons capables, et cela de proche en proche,
à mesure que nous devenons capables d'échapper aux simplifications et aux jugements et d'accepter le risque de l'aventure. Car c'est toujours avec les autres, mais aussi au risque des autres, c'est-à-dire sous le signe de la précarité, que se créent des modes de composition qui, depuis des milliards d'années, ont fait la Terre. Rien n'est promis ni garanti, rien n'est naturel. Et rien non plus n'est soumis à la logique qui donne à nos abstractions le pouvoir de simplifier et de conquérir, c'est-à-dire aussi le pouvoir de faire oublier que là où il y a eu connexion, composition, faire sens en commun, il y a eu génération ou régénération de manière de nous laisser affecter, de nous faire sentir, penser, imaginer, lutter. Peut-être dans les traditions spirituelles qui ont été cultivées chez nous, et je fais allusion aux traditions chrétiennes notamment, le risque accepté pour que composition il puisse y avoir, pourrait-il être caractérisé comme relevant de quelque chose comme un acte de foi? Et peut-être l'événement de la génération, lorsqu'il se produit, pourrait-il être accueilli par une action de grâce? C'est, me semble-t-il, en tout cas ce que j'ai appris au sens positif de l'encyclique du pape François. Les textes de la tradition chrétienne sur lesquels il attire l'attention, et en particulier le Loué sois-tu de François d'Assise, sont des chants de gratitude. Mais la gratitude n'a pas besoin de définir théologiquement ce qui ou ce à quoi elle s'adresse. Elle n'a pas besoin, la doctrine de l'évolution n'a pas besoin de faire la guerre à celle de la création. La gratitude est un sentiment qui peut nous prendre dans un agencement où on a envie de dire merci. Et merci aussi d'être sensible à cet agencement. Donc la gratitude peut être l'expression particulière d'une culture terrestre qui honore la vie, c'est-à-dire la générativité, l'interdépendance et la précarité. Apprendre à sentir que jusque dans nos expériences les plus personnelles, nous sommes qui nous sommes par d'autres et avec d'autres, est, je crois, ce qui fait de nous des terrestres. J'ai été un peu bien. Pour notre bien. Alors, je laisse quelques minutes pour des questions. J'aimerais en poser une moi-même. Oui. Alors, on m'entend pas. Vous avez raison de dire que nous sommes les héritiers de cette destruction et que l'homme, en se désignant comme l'intendant qui a veillé sur sa nature, se donne le beau rôle. Et donc, tu pointes à la fin vers une spiritualité terrestre, vers une manière, au fond, sous le signe de Gaïa, de repeupler de façon imaginaire, voilà, enfin, en tout cas, refaire notre imaginaire. Moi, je tiens à imagination contre imaginaire, parce que l'imagination, elle vient de contact, elle ne vient pas dans la tête d'un individu, contrairement à l'imaginaire. L'imagination vient ensemble. Alors, l'imagination. Mais ma question, c'est que peut-être, et c'est une manière aussi de revenir à la question de la Cocha, est-ce qu'on peut aussi concilier cette redirection de notre regard vers la nature et le souci humain, s'il ne faut pas tout de même suspendre à un certain moment notre considération, suspendre l'anthropocentrisme. J'entends que quand vous parlez de l'égoïsme, de cet intérêt qui est le nôtre, au fond, c'est peut-être aussi cette difficulté que nous avons de sortir de la modernité. On a du mal à renoncer à la modernité. Si on entend par là cette logique du progrès, qui a été la nôtre pendant plusieurs siècles, et qui voudrait que rien ne se perd, tout se gagne. On accumule, on va toujours de l'avant, rien n'est jamais perdu.
Et c'est encore aujourd'hui ce qu'on entend avec les vertus de l'échec, que même un mal finira par être un bien, qu'un échec finalement sera une réussite future, etc. C'est-à-dire qu'il peut-être faut-il passer pour ensuite réapprendre, mais à la honte et à la perte sèche. Ça veut dire qu'il faut tout d'un coup accepter qu'on perde et que cette perte ne soit pas l'envers d'un gain. Après, pour effectivement repenser autrement et se réorienter vers la spiritualité. Mais c'est cette question du négatif, c'est ce moment de suspens qui m'interroge. Je ne sais pas. Mais je crois que effectivement, la tension va être entre ceux qui pensent qu'on a gagné beaucoup de choses et d'autres qui n'en sont pas si persuadés que cela. Et l'ensemble, comment dirais-je, la spiritualité écoféministe dont hier Émilie H. s'est fait écho, fait partie de ceux qui pensent que non, nous avons été appauvris. Tout ce matérialisme, cette domination de la technologie, etc., que critique le pape François, eh bien, c'est d'abord le témoignage d'une impuissance à penser. Donc nous avons été rendus impuissants à penser. Nous avons été notre imagination a été dépeuplée. Donc je crois que à mesure qu'on réapprend ensemble, on perd cette nostalgie de perdre ce qu'on est censé avoir gagné. Évidemment, on a gagné des tas de choses, mais comment dirais-je, et donc la question n'est pas coût-bénéfice, hein, justement. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais on peut aussi comprendre à quel point déjà on n'a pas eu le choix. Déjà, on a été embarqué dans une histoire qui nous a demandé de croire au progrès. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une petite question. Je voudrais avoir votre avis en fait sur une tension que j'observe un petit peu depuis hier entre, d'une part, un constat d'une insensibilité et une indifférence qu'on aurait collectivement face à la mutation climatique, et par ailleurs l'observation et la reconnaissance qu'il y a effectivement des groupes et des mouvements qui sont très sensibles à la question. Et donc, je vous entendais dans votre intervention parler de Greta Thunberg et les jeunes pour le climat. On a vu hier les tremblements de la terre sous ces mêmes marches des jeunes pour le climat. Et donc, voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur ce double constat qui j'ai l'impression, revient à travers plusieurs interventions, et plus particulièrement sur cet axe qui a été représenté hier magnifiquement dans le spectacle entre Trump et Greta, de manière peut-être un peu caricaturale, mais néanmoins, on peut peut-être évidemment s'imaginer Trump en planète hors sol, mais où est-ce que vous positionnez l'autre, l'opposé de l'axe, et quel est votre avis sur cette représentation-là? Merci beaucoup. Je veux dire, pour moi, le discours de Greta à l'ONU, en 100 000 fois plus efficace, ça correspond en gros à ce que j'essaye de dire à mes collègues. Vous n'avez pas honte? Comment osez-vous accueillir ainsi les étudiants, ceux qui vont vivre des choses que vous ne pouvez même pas imaginer? Comment est-ce que nos institutions qui sont censées fabriquer des gens qui devraient être capables de vivre un monde que nous ne pouvons pas imaginer, et nous serons d'ailleurs morts à ce moment-là. Moi, je serai morte quand les voitures seront interdites à Paris, etc. Donc, elle leur a dit, comment est-ce que vous osez? Et donc, je crois que, oui, je crois que le terme pour Trump, que j'ai déjà entendu chez les Anglais, en anglais il est mieux, c'est shameless. Il est sans honte. Et il y a de plus en plus, les riches sont shameless. Donc, mais il faut faire de cette honte, et c'est ce que font les activistes, c'est ce que fait Greta, une force d'agir. Et je crois que c'est peut-être le plus grand espoir que j'ai, c'est que de plus en plus de ceux qui savent qu'ils sont concernés, enfin, que cet avenir c'est le leur,
qu'on néglige. C'est une des rares inconnues de la question. C'est quelque chose qui m'empêche, en tout cas, de désespérer. Parce que très souvent, on a l'impression que si en 2050, on n'a rien fait, ça y est, on aura été jugé, le rideau peut tomber, la pièce est finie. C'est pas vrai. Pendant des siècles et des siècles encore, il y aura des humains. Et donc, pour moi, ça a toujours été la question, comment faire que ces humains qui vivront sur un mode dur, qui vivront dans des précarités dont on n'imagine pas, etc., comment peut-on leur transmettre, et c'est ce que font les activistes aujourd'hui, des imaginations, des savoirs, des pratiques qui leur permettent de ne pas basculer dans la barbarie, c'est-à-dire dans le chacun pour soi, dans un monde à la Mad Max. Donc, ça va continuer. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui fait penser. Comment parler aujourd'hui, comment faire aujourd'hui des choses qui puissent avoir du sens demain. Jean-Pierre Dupuy disait qu'il n'y aura pas de catastrophe, le risque était un gémissement. Oui, c'est là que ça allait continuer, le risque c'était que ça dégringole progressivement. Pardon. Bon, en tout cas, ce sera le gémissement de ceux qui se feront écrabouiller par ceux qui gémiront aussi parce qu'ils se feront écrabouiller par d'autres. Donc oui, gémissement, mais je crois qu'il y aura la violence. On voit la violence. Alors, une dernière question avant de laisser la place aux nouveaux conférenciers. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. C'est vraiment un bonheur de vous entendre. Vous m'entendez là ? Je voudrais je voudrais me placer sur le plan du vous dites bon, il faut à peu près, il faut être il faut s'enchevêtrer dans les histoires et il faut considérer le rapport à l'autre concrètement, en tout cas l'action possible ensemble dans notre corps réel, localement si on veut. Et vous dites nous sommes les héritiers donc d'un désastre. D'un désastre. C'est très beau. Dans ce sens-là, moi, en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous les héritiers au même moment de l'histoire. Il y a des gens qui n'ont pas le même héritage. Il y a des gens qu'on peut fréquenter qui sont des héritiers directs dans des désastres qu'ils n'ont pas causés, en tout cas pas directement. Il y a des gens qui peuvent se dire bon, moi, je suis du côté de ceux qui ont causé, et il y a d'autres gens qui viennent revendiquer du côté de ceux qui subissent seulement. Donc ma question, je vous demande pas forcément de répondre tout de suite, mais de me dire bon, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qu'on aurait à leur communiquer, qu'est-ce qu'on peut trouver de commun face à des gens qui vous reprochent d'avoir été la cause d'un désastre dont vous avez été la cause. La grande différence entre si on parle de tous les peuples soumis, voilà. Civilisés, christianisés, etc., c'est que pour eux, le désastre n'avait rien d'obscur. Je veux dire, c'est leur monde qui était détruit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Nous prolongeons ce désastre sur le mode de beaucoup des choses que nous appelons progrès. Voilà, mais nous avons remplacé... Nous avons remplacé leur richesse par notre progrès. Maintenant, nous allons leur dire, ok, c'était un désastre, notre progrès est un désastre. Mais en fait, ma question va dans le sens de, je pense. La question est, je veux dire, la question c'est pas redevenir missionnaire, mais cette fois-ci chargé de mission pour leur capter des choses. La question est de réapprendre où nous sommes. Voilà, mais du coup, ma question, c'était finalement quel héritage qu'est-ce qu'on va conserver? Vous dites rien n'est logique, mais il y a bien dans cette honte, il y a bien quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de la connaissance et qui va devoir rester et qui va devoir être ce sur quoi on va construire le possible commun. C'est pour ça que je disais que où je me situe, c'est un endroit où j'espère que, à la fois les politiques, dont certains se prennent pour des gouvernants,
les théologiens, enfin, les gens de spiritualité, les scientifiques, comment dirais-je, se mettent à bafouiller ensemble, à bégayer, parce qu'il faut réapprendre et on peut apprendre les uns des autres, mais certainement pas, comment dirais-je, considérer que c'est une faute heureuse et qu'on sait mieux maintenant. Ce qui est une des choses qui me gêne dans... Non, c'est pas une faute heureuse, il n'y a rien d'heureux dans tout ça. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a rien dans... À part l'intrusion de Gaïa est quelque chose que les kangourous complètement innocents, c'est pas une faute heureuse pour tous ceux qui ont brûlé en Australie, hein, etc. Enfin, et pour les aborigènes, ça n'a jamais... Enfin, l'idée que, on l'a dit, le chrétien doit croire que les choses vont de l'avant, progressent, etc., ben c'est très difficile pour moi. Pour la science. Quoi ? Non, pas le chrétien, mais le savoir. Alors, juste, je signale que Isabelle Stengers avec Eduardo Castro tiendront un atelier à 16h où les questions pourraient être posées. Nous n'avons qu'une heure pour déjeuner. Si nous voulons être endurants, d'accord. je vous remercie Isabelle. Et puis, hop là.